Si nous vous rejoignez, bienvenue dans Prima INSEE, mes secondes parties, toujours en compagnie de Diane, de Paul-Antoine Bisgambi, la professeure des universités, de Célia, et il nous manque notre chroniqueuse, doctorant. et voilà, notre doctorant, Bastien Poggi. C'est ça. Ça va toujours? Ça va, très bien. Dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de votre thèse, où vous nous expliquez qu'il faut des capteurs. Voilà, des réseaux de capteurs sans fil, c'est ça. Des réseaux de capteurs sans fil, on l'a expliqué un petit peu. Pour collecter des données, notamment pour aider à lutter contre les incendies. Voilà, en partie, c'est une des applications. Mais pas que, hein, Célia, parce que ça commence avec les ondes. Ça commence avec les ondes. Alors qu'est-ce qu'une onde d'ailleurs? Oui. Puisque les ondes nous entourent, en fait, on va faire un petit peu de physique, on peut assimiler ça à un paquet d'énergie qui se déplacerait en forme de vague, on peut le voir à l'écran. Donc le nombre de vagues en fait, que parcourt l'onde en une seconde, on appelle ça une fréquence. Alors évidemment, la fréquence, si elle est faible, on appelle ça fréquence basse. C'est le cas des appareils électriques, la télévision, l'ordinateur, etc. Et en fait, si elles sont hautes, on appelle ça des hautes fréquences ou des radiofréquences. Et c'est les antennes, justement, de la télévision, de la radio, des radars, des téléphones portables, etc. etc. Alors, quel effet sur le corps humain, on ne sait pas trop. A priori, il n'y en aurait pas trop. Mais c'est pas qu'une onde, ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle bute sur le corps, elle ne s'arrête pas, elle nous traverse. Donc c'est un peu le même effet que le micro-ondes. Quand ces ondes nous traversent, ça crée une excitation et une chaleur. Et théoriquement, le corps humain va éliminer cette chaleur de manière naturelle. Mais bon, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc ces applications d'ondes, est-ce qu'il y a vraiment un danger pour l'environnement, Bastien? Non, au contraire, je pense qu'il y a plus d'avantages pour tout ce qui est environnemental que de danger. Ça... Je pense qu'on peut y répondre de manière certaine aujourd'hui. Parce qu'elle n'est pas encore terminée, votre thèse? Non, première année. C'est en première année, donc les conclusions, ça va être quoi alors justement? Ça va être... Non, c'est pas sur les dangers des ondes, je ne travaille pas sur la dangerosité, je travaille plus sur le déploiement des capteurs. Mais bon, c'est sûr qu'on a une veille, on suit des publics qui sortent à ce sujet-là, sur les dangers. Et voilà, pour le moment, il n'y a rien d'alarmant au contraire. D'accord. Donc a priori, il y a plus d'avantages que d'inconvénients, notamment au niveau des applications. C'est ce qu'on voulait vous dire. Oui, parce que... Il y a plein d'applications qui sont possibles. Par exemple, il y a l'application militaire. Voilà, alors ça d'ailleurs ça a été un des problèmes avec nos fournisseurs, c'est-à-dire que c'est un fournisseur qui était basé aux États-Unis. Pour commander du matériel, eux, ils sont très conscients que c'est une technologie qui va exploser dans les années à venir. C'est extrêmement contraignant, il fallait justifier qu'on utilisait ça dans un but non militaire, sinon ils ne vous laissaient pas commander. Donc, au niveau militaire, on imagine bien pour détection d'intrusion, surveillance vidéo, détection de mines, enfin il y a un paquet d'applications au niveau militaire. Donc là, il y a un enjeu, si je peux dire, au niveau de la défense. Si c'est une technologie qui est aux États-Unis, ils ne vont pas forcément trop vouloir nous la laisser venir en France. Bon, il y a d'autres fournisseurs, donc ce n'est pas un souci. Mais voilà, quoi, il y a des enjeux importants. C'est un système qui existe depuis 1993. C'est pas tout neuf quand même, les réseaux de capteurs sans fil. Et il y avait notamment le MIT qui s'en servait. Et en l'occurrence, c'est l'armée américaine en Californie qui a fait beaucoup d'essais. Et ils développaient le système de capteurs sans fil pour déterminer le terrain, savoir s'il y avait des gens ou pas, si la topographie du site avant d'envoyer des gens, enfin des militaires, et c'est quand même assez Alors que vous, le but, c'est quand même autre chose. On le rappelle pour les téléspectateurs qui viennent nous rejoindre. Pour le moment, on est sympa, c'est au niveau de l'environnement. Voilà. Pour le moment. Pour le moment, c'est-à-dire voir un petit peu ce qui se passe concrètement. Avoir sur votre écran d'ordinateur, avoir les informations sur un terrain. Voilà. Ces informations, comme on l'a dit, ça peut être la température, le vent, l'hydrométrie, etc. Voilà. Ouais. D'accord. Il y a d'autres types d'applications aussi, il y a la sécurité. Décidément. Mais il y a des dizaines. Vous ne seriez pas en campagne électorale, vous Absolument pas. Non, mais la sécurité, bien sûr. Non, alors par exemple dans les avions ou dans les voitures, je ne sais pas, dans un tunnel, en fait si vous disposez les capteurs sur les voitures, s'il y a un souci, vous savez exactement à quel endroit le problème va se déclarer. Donc on peut se souvenir les catastrophes qu'il y a eu dans le tunnel du Mont Blanc par exemple. Grâce à ça, on peut exactement localiser où est-ce qu'il y a un problème et on peut C'est-à-dire on met un capteur dans un tunnel et on sait que... S'il y a un accident, vous détectez que la voiture n'avance plus. Si par exemple sur le capteur vous mettez une sonde GPS, donc on voit que sa position GPS ne bouge pas, on se dit bon cette voiture elle est peut-être accidentée, on suspend les entrées dans le tunnel. Voilà, par exemple. Et alors, et même pour les avalanches, alors peut-être pour tout ce qui font du hors-piste, etc., ils se mettent une puce sur un capteur et sur eux. On les retrouve avec une balise GPS.
C'est imaginable, ouais. Mais il y a Les retrouver une fois qu'ils sont sous l'avalanche, mais peut-être qu'on prévoit l'avalanche, c'est pas mieux? C'est Ou pas? possible, il doit y avoir des vibrations, il doit y avoir un phénomène physique qui se passe. Donc après, il faut savoir quelle sonde on va positionner pour mesurer ce phénomène physique. Et une fois qu'on l'a, c'est sûr qu'on peut faire voir de la prévention. On peut tout imaginer comme ce qu'on peut déceler, que ce soit pour l'Antoine, Oui, le vent, ça commence à trembler, tout. Je pense qu'il y a même des avancées technologiques qu'on ne connaît pas. Par exemple, dans le cadre de l'armée américaine, les missiles sont téléguidés. Après, une fois qu'ils sont envoyés, ils reconnaissent le terrain. Ils vont envoyer des ondes pour savoir pratiquement comment est la configuration du terrain et poursuivre au mieux la configuration du terrain et donc ne pas être détectés par des radars, etc. Donc, effectivement, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus d'avancées technologiques qu'on ne le sait, vous l'imaginez. qu'on Vous allez être imagine. embauché par l'armée américaine, peut-être? J'espère. C'est mon but. On passe une annonce, là, voilà, s'ils nous regardent. Et des applications médicales aussi, peut-être, non? Voilà, donc ça aussi on y arrive. Donc c'est des capteurs beaucoup plus petits. On parle de BAN, Body Area Network. Et donc là, ça peut être mesurer la pression artérielle. Pour les personnes diabétiques, insulinodépendantes, mesurer le niveau d'insuline et en fonction, s'ils ont une pompe à insuline, injecter de l'insuline automatiquement. Voilà, il y a un paquet d'applications. Dès qu'il y a une notion de sensitivité, on met cette sonde sur le capteur et on capte l'information. On parlait aussi, ça existe avec les nanotechnologies, ça existe déjà. Il y a des toutes petites caméras que le patient va avaler et en fait la caméra va prendre des images de tout le corps et elle aura une autonomie de 24 heures. Donc c'est vraiment, Bastien le disait tout à l'heure, la taille du capteur, elle peut être... Mais ça, c'est pas votre travail quand même, ça, non? Non, C'est- nous, on ça travaille peut pas être une sur tout ce qui est application. médical. Pour le moment, on ne travaille pas dessus. D'accord. Non. Bon. Allez, allez, on va jouer. Aucun rapport, mais il faut jouer en début de deuxième partie. Vous ne trouverez pas de lien, c'est impossible. Je sais pas, peut-être que les images archives que vous avez trouvées... Même pas. On va voir, allez. Et oui, ces images, elles datent de début avril de l'an 1987. Ce sont des archives tirées du Corsica Zera de l'époque, il y a quand même pas mal d'années. Hein. Si Ouais. je calcule, ça fait presque beaucoup. Nous partons de suite pour cette archive. Pour le tir en campagne, il faut marcher, il faut savoir marcher, il faut ensuite avoir un bon équilibre de position sur ses pieds, parce que bien souvent les cibles sont inclinées et c'est pas facile, on risque de partir en avant ou en arrière. Donc il faut une bonne forme physique. Michael, ça. Bonne forme physique. Ti riconosciuto da quoi ici. Non, alors que font-ils? Parce qu'on parle où d'un sont-ils sport. déjà? Où sont-ils? On a Zogomankou, Ah, mais que font-ils? Quel est le sport qu'ils pratiquent? Voici la question du jour. Parce que oui, vous partez en avant, vous partez en arrière, voilà. Ou qu'est-ce que c'est? Voici la question du Vous jour. avez une idée, non? Vous qui avez été attentif. Non. Des bûcherons, je sais pas. Il faut pas le dire. Mais attends, c'est pas ça. Heureusement qu'il ne sait pas. Heureusement. Parce qu'il y a quelque chose à gagner, là. Hein. Ouais, il avait un instrument, enfin, il avait aussi un instrument sur son, Oui, il y avait l'indice. son flanc. Il y avait l'indice. Sur son épaule. L'indice. Oui. On continue avec les cadeaux, puisque je vous ai donné le numéro 0800 000 900, c'est un numéro vert. Vous nous dites l'activité pratiquée ici, puis vous allez remporter Robert Parker, une bande dessinée. On en parlait la semaine dernière des bandes dessinées, on nous en a laissé quelques-unes, Stima et Berkovici. C'est l'anti-guide Parker, ça va vous amener beaucoup dans les vignes. Hein. On va peut-être voir toute petite image, je ne sais pas si on l'a vu ou pas, Ouais, je n'ai pas ouais. regardé, j'ai tourné la tête. Mais c'est très très bien La colère, fait. c'est les 7 péchés capitaux, en Les fait. 7 péchés C'est capitaux, exactement. revisiter, effectivement. Revisiter, avec humour. Quoi d'autre? Sissi Palandri, son dernier album, Luci di Sentimenti, intraccio da approntare un nuovo dischetto, Sissi, ma per un momento abbiamo questo, andiamo ad ascoltare un piccolo passaggio. Questo voglio, ma bene non le voglie quando sempre in ballerà. Tam, tam, tam. Réponse Voici, du gagnant vers d'ici 13h20. un quart d'heure, hein. D'ici un petit quart d'heure. En attendant, on accueille notre deuxième étudiant à l'université de Corté qui n'a rien à voir avec Bastien, mais qui fait aussi une thèse. Il arrive tout de suite. Fédé Placide, bonjour, rentrez. Bonjour. Venez, on va se mettre à la table, on va être plus tranquille. Comment allez-vous? Très bien. Installez-vous, Merci. installez-vous. Paul-Antoine, venez, puisque vous encadrez, vous, les thèses. Quoique pas la thèse de Fédé, hein. Vous Pas êtes du en tout. sciences. Hein. Pas du tout. Alors, Fédé, vous venez d'Haïti. Oui. Depuis quand êtes-vous en Corse, dites-moi? Je suis arrivé en Corse en 2004. Oui. Donc, je devrais préparer un master Oui. en sciences de l'éducation. J'ai préparé ce master. Donc, c'était dans le cadre d'une bourse d'études que j'ai bénéficié d'une université privée. Et après, je suis retourné à Haïti travailler dans cette université. Et puis,
avoir une thèse, c'est important en Haïti surtout, donc j'ai voulu préparer cette thèse. Ici, revenir à Corté. Venir à Corté parce que j'avais déjà des problématiques que j'ai abordées dans mon sujet de master qui correspondaient à ce que je voulais faire en thèse. Parce qu'à Haïti, il y a un problème où ce n'est pas d'ailleurs, enfin c'est pas un problème, on parle le créole et l'haïtien. C'est cela ? Le créole haïtien et le français. Et le français. Vous vous êtes demandé en Corse, on parle le français et on apprend aussi le corse à l'école et c'est pas sans poser justement des petits problèmes. Exactement. C'est des contextes bilingues différents, deux contextes différents, mais aussi qu'il y a des points communs dans la mesure où le français, ce sont les deux langues dominantes. Dans le système, en Haïti comme en Corse. Donc, comme depuis quelques années en Corse, il y a une forme de mise en place de l'enseignement bilingue, et qu'en Haïti, cet enseignement n'est pas encore structuré. Donc, j'ai voulu voir exactement comment ça se passe ici, et pour pouvoir appliquer, transposer les résultats dans le contexte haïtien. Comment ça se passe ici ? Il y a 6220 enfants qui sont en classe bilingue, c'est-à-dire 42% des écoles du premier degré. Et or, ce dont vous êtes aperçu, c'est qu'en fait, le corse, on l'apprend mal à l'école. C'est ça ? Bon, c'est l'objet de votre thèse. C'est exactement. Il y a plusieurs constats qui ont été faits par des chercheurs déjà de l'Université de Corse, donc, qui constatent qu'il y a un problème au niveau de l'efficacité. Ce problème est à la fois d'ordre pédagogique et d'ordre didactique. Donc, il y a des travaux de professeur Alain Dimeyo, de Sébastien Queneau. Alain Dimeyo, qui est d'ailleurs votre directeur de thèse. Mon directeur de thèse. Il y a le professeur Jean-Marie Cormetti, également, qui travaille sur ces thématiques, également dans l'UMR, l'ISA. C'est que moi, j'ai voulu approfondir la question de ce qui se passe dans les classes, à l'intérieur des salles de classe, pour comprendre ça, et après apporter des applications pour le contexte haïtien. Comprendre pourquoi on apprend mal le corse à l'école, en fait. Pourquoi je dirais pas on apprend mal le corse, mais pourquoi ? Enfin, pourquoi quoi, d'ailleurs ? C'est plutôt comprendre comment ça se passe. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a l'enseignement bilingue qui dans le programme officiel, qui dit voilà ce que les élèves doivent pouvoir faire à la fin de la scolarité. Donc, par exemple, l'objectif, c'est un bilinguisme équilibré. Donc, quand on constate un bilinguisme équilibré, cela implique que l'enfant puisse parler dans les deux langues, écrire dans les deux langues, en théorie. Mais est-ce que dans la pratique, c'est comme ça se passe? Donc, l'idée, c'est d'observer dans les salles de classe les pratiques, comment les enseignants transmettent la langue, et voir comment le résultat, en termes de produit, le résultat, ce que ça donne en termes de c'est un super objet d'étude qui nous vient en plus d'un élève haïtien, c'est incroyable. Tout à fait, c'est même très rafraîchissant d'ailleurs de voir ça et de comprendre effectivement, puisque l'enseignement le bilinguisme, ça a été installé de manière un petit peu, je dirais, anecdotique, puisque c'était quelques classes au départ en Corse. Aujourd'hui, on commence à atteindre un niveau qui peut permettre d'atteindre les objectifs dont parlait Fédé tout à l'heure, c'est-à-dire un vrai bilinguisme, mais cela implique forcément une analyse en profondeur pour savoir quelle méthode mettre en œuvre pour pouvoir atteindre parce que c'est pas efficace, parce que c'est vrai qu'il faut avouer que c'est pas vraiment efficace. Donc vous, pardon, excusez-moi pour c'est ça. Contrairement à une langue au français, dans lequel il y a des objectifs au niveau de chaque classe qui ont été définis au niveau national. Ici, ce doit être la Corse qui doit les prendre en main et le définir peut-être à travers la CTC, à travers... Il n'y a pas ça en fait. On s'aperçoit. Qu'est-ce que vous allez... Donc votre objet d'étude, c'est les classes. J'imagine que vous allez de classe en classe. Comment ça se passe ? Bon, en fait, dans le cadre du protocole que j'ai utilisé, c'est que j'essaye d'aller dans les classes, observer... et comment, avec l'accord des enseignants, bien entendu, et de l'inspection académique, voir comment ils enseignent, observer ce qui se passe, et puis eux me donnent des informations sur ce qu'ils vivent au quotidien, comment ils voient l'enseignement, comment ils comprennent ça. Moi, je vais essayer, à la fin de mon étude, de dresser une typologie, c'est-à-dire faire un classement des différents types de pratiques, et voir s'il y a un écart, de mesurer s'il y a un écart dans les pratiques. Donc ça va permettre en fait, en termes de résultats, d'améliorer la formation des enseignants, de mettre en place de nouvelles formes de formation ou bien de renforcer la formation des enseignants. Ça peut aussi permettre de comprendre également quel choix didactique, c'est-à-dire comment il faut enseigner les mathématiques en langue corse,
comment il faut enseigner l'histoire en langue corse, comment il faut enseigner et les autres disciplines, ce qu'on appelle les disciplines non linguistiques, dans la langue, tout en permettant à l'enfant, aux élèves, de pratiquer la langue, de l'acquérir, de l'utiliser au quotidien. Donc c'est exactement ça. Donc c'est les mêmes applications pour le créole et le français en Haïti. C'est-à-dire, moi je vois presque la même chose dans le cadre du créole et du français parce que on a de nos jours, la langue corse n'est pas la langue première de beaucoup d'enfants. Donc avec ça, il faut trouver une approche pédagogique et didactique qui prend en compte cette réalité-là. Donc quand ce n'est pas la langue première, donc il faut une approche didactique. Parce qu'on ne l'a pas jusqu'à présent, vous remarquez ça, c'est qu'on n'a pas, on se contente simplement de parler corse dans les classes bilingues, il n'y a pas une rigueur grammaticale, c'est ça? Donc je ne veux pas être catégorique en ce sens parce que je suis dans une phase d'observation et d'analyse, mais c'est vrai que les résultats vont pouvoir me dire est-ce que il n'y a pas cet enseignement systématique de la grammaire de la langue, ou bien est-ce qu'on fait l'enseignement dans la langue, exclusivement dans la langue, et non l'enseignement de la langue en complémentarité avec l'enseignement dans la langue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est les résultats qui vont pouvoir me dire exactement de quoi il en est, mais pour le moment, je fais des observations, je fais des constats. Je ne peux pas vous les dire tout de suite parce que ça risque d'influencer également les résultats parce que je suis encore dans une phase... parce que si un professeur qui nous regarde et vous dites les professeurs, ils ne font pas ça. Hein. Quand vous allez venir en observation, ils vont le faire et ça va biaiser un petit peu toutes vos statistiques. Non, donc c'est que ça risque d'avoir des influences sur les résultats, etc. Donc je ne peux pas vous dire exactement ce que j'ai obtenu comme résultat pour le moment. Mais je préfère garder ça et puis à la fin de la compétition. On les saura quand vos résultats? Vous êtes en quelle année là? Je suis en 3e année, donc j'espère à la fin d'année on pourra avoir les résultats. Célia, vous avez à tout prix, vous voulez nous poser une question? Est-ce que c'est la pluralité de la langue corse qui fait que ça pêche au niveau de l'enseignement ou pas forcément? Non, je ne pense pas que le problème de la polynomie, comme on dit, différentes variables, c'est une langue polynomique parce qu'il y a plusieurs parlers, ce qu'on appelle plusieurs parlers avec des accents différents, etc. C'est vrai qu'on peut se poser la question, ça pourrait être une hypothèse qu'il faut tester et vérifier. Est-ce que la question de la polynomie pourrait être un handicap ou bien un atout? C'est un atout, on sait que c'est un atout pour la tolérance, et comme l'a dit le professeur Jean-Marie Cometti, pour l'ouverture sur l'autre. Mais est-ce qu'au niveau de l'apprentissage, la façon de l'apprendre, la façon de l'enseigner, ça peut poser un problème? Donc ce sont des hypothèses qu'on peut se poser, mais pour le moment, il faut approfondir la question, aller tester ça. La polynomie, c'est quand même une spécificité de l'ensemble des langues régionales. Non, c'est une spécificité plutôt pour la Corse, en fait. C'est que le Corse, on accepte toutes les parlers. On accepte la façon de l'écrire aussi. Par exemple, la façon de l'écrire, parfois on entend le i au lieu du e. Donc ça, des mots qui sont différents. Il n'y a pas de problème sur ça. Est-ce que ça peut poser un problème pour l'apprentissage? Donc ça, c'est aussi l'objet de votre thèse. Non, je ne travaille pas sur l'apprentissage. Ça pourrait faire l'objet d'une... Mais alors moi j'ai une question pratique. Est-ce que votre thèse, ça va nous permettre de constater ou pas si c'est possible ou pas d'apprendre une langue à l'école? Bon, on l'apprend en fait. On apprend une langue à l'école. La question ne se pose pas de cette façon, je dirais. C'est pas ce qu'on apprend. On peut apprendre, on apprend le corse à l'école, on l'apprend, mais est-ce qu'on l'apprend par rapport aux objectifs fixés? Est-ce qu'on atteint l'objectif? C'est plutôt, je poserais plutôt la question, par rapport aux objectifs du bilinguisme équilibré, est-ce que la façon de faire dans les classes permet de l'atteindre? Donc je pourrais poser la question de cette manière de préférence. Mais on apprend toujours une langue à l'école. Une question qui pourrait se poser, dont on a discuté, c'est de savoir est-ce qu'il faut des professeurs bilingues ou monolingues? Donc il y a deux approches. Est-ce qu'il ne faudrait pas des professeurs purement en Corse, dans lequel l'étudiant ou l'enfant est immergé complètement dans une classe en Corse et ne parle que corse? Ou est-ce qu'il faut des professeurs bilingues qui fassent moitié corse, moitié français et qui impliquent que forcément l'étudiant qui n'arrive pas à se faire comprendre en corse va peut-être parler en français parce qu'il sait que le professeur qui est en face de lui est français. Donc tout ça,
ce sont des questions, en tout cas. questions qui peuvent... Mais alors ces questions, vous les posez, les réponses, ça va concerner, on a bien compris que quand vous voulez retourner en Haïti, vous allez essayer de voir un petit peu comment mettre ça en place par rapport au créole, mais en Corse aussi, ça s'adresse quand même. Oui, exactement. On va pouvoir l'utiliser, parce votre que thèse. Il faut dire qu'en Corse, il y a le modèle, il n'y a pas le modèle d'immersion parce que c'est réglementé, c'est encadré. L'immersion, c'est-à-dire dans la langue, parce que par rapport à la langue française qui doit faire partie On a choisi un modèle de parité, c'est-à-dire 9 heures dans l'horaire normal, la moitié en langue corse, moitié des disciplines en langue française. Donc c'est comme ça le modèle qu'il y a ici. C'est pas l'immersion comme ça se passe dans d'autres endroits pour les langues régionales. Il n'y a pas l'immersion. Et on a opté pour le modèle un maître, une classe, 2 langues. Alors que d'autres personnes ont fait le choix un maître, une langue. Donc, c'est-à-dire, c'est des choix didactiques et pédagogiques qui impliquent aussi qui donnent des résultats différents. Donc, c'est que ici, dans le cadre du bilinguisme paritaire, ce qu'on appelle l'horaire scindé en 2, la moitié en langue corse, la moitié en langue française, c'est-à-dire, il faut étudier les approches, les pratiques en classe, voir quels résultats ça donne et que si peut-être, est-ce qu'il faudrait changer de modèle? On ne le sait pas, mais on le saura. Vous le saurez d'ici quelques mois, en tout cas. L'évaluation pédagogique et didactique de l'enseignement bilingue en classe élémentaire, c'est le titre de votre thèse qui devrait être finie d'ici quelques mois. Donc j'espère à la fin de l'année plutôt, parce que là, je suis dans la phase d'observation et d'enquête. Allez, il y a des gens de la rue qui ne se contentent pas d'observer l'émission et de la regarder et qui posent des questions, qui y participent. Regardez. Une question que je voudrais vous poser, peut-on obtenir un diplôme sur le net? Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que votre réponse m'aidera. Ça n'a rien à voir, bien sûr, mais c'est pour vous. Oui, on obtient des diplômes sur le net. Les Canadiens, d'ailleurs, sont très spécialisés pour le diplôme sur le net. Tu as été au Canada. C'est vrai. C'est plus avancé, je crois, sur l'autre continent que... Les méthodes d'enseignement qui sont ciblées, pas forcément le diplôme. En France, on a tendance à être devant l'enseignant, bien qu'il existe quelques diplômes qui soient... on appellera délocalisé, c'est-à-dire un petit peu sur le net. Mais par contre, je ne sais pas si c'est vraiment l'enseignement qui est fait via le net, parce que je crois que de toute façon, dès qu'il y a examen, il y a forcément, après, présence physique dans un endroit d'examen. Voilà. Non, il y a des diplômes. Faire tout par le net. Il y a des diplômes dans lesquels il y a une évaluation par le net, donc dans lequel la personne va se connecter, mais c'est très peu. C'est une université au Canada qui s'appelle maintenant, je me tromperai en donnant le nom, donc je ne vais peut-être pas le donner, mais c'est au Canada, c'est certain. Et il y a complètement la possibilité d'obtenir un diplôme par le net sans jamais avoir été devant le professeur, si ce n'est de manière virtuelle. D'accord. D'accord. Bon. Mais bon, c'est pas encore l'ordre du jour. D'accord. Allez, je crois que nous avons un gagnant. Oui, une gagnante. Nous avons une gagnante même, donc je me rapproche de vous et on va l'accueillir ensemble si vous le voulez bien. Hop. Oui, il s'agit de Marie-Noël de Bastia. Marie-Noël, bonjour. Come stiamo? Oh, magnifico, tutto va bene, ci campiamo. Parlate di una lingua corsa, allora così potremmo parlare in corso. Sarebbe meglio, ma sarà fatto da capo. D'ailleurs, vous parlez corse, Fede, ou pas? À peine. À peine? Yeah. Appena. A rombo, se lo sta guardando di meglio, da qui a poco è sicuro. Allora, Marie-Noël è vera, ci volerebbe parlare corso, ma facciamo sforzi e d'altronde la scuola bislingua fa parte di questi sforzi qui, Sì. Ecco, come state voi? Sto bene, fa bello e comincia a fa bello. E tutto va bene. E tutto va bene. Bon, magnifico. Chi fate in Bastia d'altronde una sogomica? Beh, travaglio, Ma cosa fate come travaglio? Travaglio per il dipartimento di Corsica Soprano. Ne sapremo mica di più. Voilà. Siamo così, siamo in testa. Così. Allora, chi è la risposta ad oggi? Allora, risposta di Udiro Gularco. Ecco, magnifico, c'è una buona risposta. Tirano all'arco. Bravo Bastien. Allora, ma avete, state venendo con noi, posso che mi avete la risposta in 3 secondi, mi si fa. D'accordo.
Connaît Nice et messieurs Bandeur, d'Arc, lointains cousins de Robin Hood ou Guillaume Tell, n'ont nulle envie d'attaquer la jante Micheline. Ils sont venus de toute la Corse, sous les vertes frondaisons de Saawadiou, se mesurer les uns les autres à l'aune de la précision. En plusieurs jets de flèches, ils effectuent ce que l'on appelle le tir en campagne, et ce n'est pas aisé. C'était le tir à l'arc. C'était 1987, c'est un millésime, hein, cet archive. Bravo Marie-Noël, hein, on peut se dire que Vediamanda mandago a squadra d'insieme. Robert Parker, les 7 péchés capiteux. Ecco. Ah oui, c'est capiteux en plus, vous avez raison. Ecco, capiteux, l'anti-guide Parker, et donc il y a les 7 péchés capitaux. Racontés avec humour. Moi non plus. Moi non plus. Ah, il y a la colère, là, voilà. Oh, vous l'avez un peu, ça, non, lui, quand même. Bon, e poi si palandre chi ci ha dato luce di sentimento di l'ultimo dischetto di Sissi che intraccio da pronta un altro dischetto. Lo conosco. Oh, bon, tanto meglio. Allora, spero che non l'avete mica, eh? No, non l'ho. Bon, Marie-Noël, vi ringrazio di cuore sincero d'aver chiamato prima e di essere sempre davanti alla televisione con noi. Tutti i giorni. Bon, e mi parla corto. In più mi sono fatta litigare sta domenicata da parecchie persone, mi hanno detto un parli manco più corto. Ah bon? Allora, io l'ho imparato un paese. Bon, tutto ognuno dà un luogo per imparare lingua corsa, che la sia a scuola o paese. In scuola l'ho fatto dopo. Bon, tutto un po' di qua, Basta parlare dopo, ecco. Basta parlarlo, Bon, vi faccio 100 baci, eh? Anch'io, tutta la squadra, 1000 baci. 100 millions. Ciao. Allez, au revoir et bonne continuation. On va continuer à parler corse, tiens. On va continuer en accueillant. Après ça, vous allez voir qui. Entrez, Paul, ne soyez pas timide, vous êtes de la maison. Paul Philippe, bonjour. Bonjour. Oui, exactement. Vous étiez venu il y a quelques temps parce que vous nous aviez présenté un autre documentaire. Paul Philippe, réalisateur, je vous le présente, puis je vous le présente aussi à vous, bien sûr, qui nous regardez. Réalisateur de Adiante. Adiante, oui. Donc en langue corse. En langue corse, et en l'occurrence, ce documentaire que je vais vous présenter, il a été fait en langue corse et en langue française. Donc on vous avait reçu il y a quelques temps pour parler des républicains espagnols, bien sûr. Tout à fait, qui est un vieux documentaire. Un vieux documentaire. Et là, on va partir sur complètement autre chose. On en regarde un petit extrait. Pardon ? Qui est un documentaire récent, voilà, tout à fait, tout neuf, tout frais. Exactement. On regarde un petit extrait et on en parle ? Tout à fait. En langue corse avec Diane. D'accord. Allez. En breton. È una storia anziana ad un altro secolo, una storia di crimini, di morti e di giustizia. Di questa storia solo fermo una foto, immaginando un uomo un po' studiato in una camicia di forza. L'uomo si chiama Xavier Rocchini, per via della sua violenza è chiamato l'animale. Il 5 settembre 1888 sarà guillotinato in Sartè. Questa stonda fotografica fissa il tempo e i sguardi. Un ultimo momento che dice una storia sana, la storia di un condannato. Donc c'est passé mercredi, mais ça va repasser. Non, c'est pas encore passé. C'est pas encore passé ? Ça passera. 18 avril. Voilà, ça passera le 18 dans Diante à minuit, quelque chose. Minuit, c'est marqué. Là, mercredi, là, ça passe. Le 18 avril. Ah, le 18 avril. Et le 20 avril à 20h30 en version française cette fois, sur VST. Là. Voilà. Et puis ça va passer aussi, effectivement, vendredi, à la fin de la semaine, le 6 avril, donc ça passe à l'Espace Diamant. On s'y perd. À l'Espace Diamant, non, mais parce que non, ça vaut vraiment le coup. Et c'est qui cet animal là ? Parce que là, en fait non, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est le parcours d'un condamné à mort en fait. Voilà, moi je me suis intéressé à ce personnage-là. L'animal, c'est le surnom qu'on lui a donné, sans qu'on sache vraiment qui a eu si c'est la presse qui l'a appelé comme ça ou si c'est la Vox Populi. A priori, comme je le dis dans la bande-annonce, c'est quelqu'un d'assez violent, parce que c'est un bandit, hein, comme je pense que les bandits étaient violents, enfin j'en suis sûr même. Entre l'image folklorique du bandit et la réalité, c'était avant tout une réalité criminelle. Et donc moi je me suis intéressé à ce personnage-là, qui s'appelle Xavier Rocchini, qui est de la région de Porto Vecchio, Moratido. Et voilà, je m'intéresse à son parcours au départ, peut-être des rivalités familiales, et puis des choses qui deviennent de plus en plus violentes, jusqu'à un crime originel qui aboutit à un parcours criminel qui le conduit à la guillotine.
Ma quando ego l'animali sarebbe di non plurale? Tanto ucciso parenti plurale. Zogo appoggiato a safari qui, c'est un peu le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une affaire de polynomie. L'animal est dans le Corsica Soprana, l'animali in Corsica Sottana e l'animali può essere anche au plurale. Perché peut-être deux... C'è una violenza un po' dappertutto, perché è l'affare di Somo qui che diventano criminali violenti e in faccia c'è l'autorità che adopera questo avvenimento qui e che mette in barra la brutalità. A mio avviso non si fare di ghigliotine che comunque un spettacolo, perché tanto era un spettacolo. Mais votre avis est important parce que c'est pas l'histoire que vous racontez, mais une histoire, hein, Paul. Voilà, exactement. Moi, j'ai d'abord fait comme on fait dans ce type de documentaire. Donc c'est le 19e siècle, donc je cherche des éléments historiques, des éléments pour raconter une période, et puis des éléments visuels. L'élément visuel, vous l'avez en partie en main, enfin une partie parce que c'est une photo. D'abord j'ai eu cette envie de parler de la guillotine et de l'exécution, parce que c'était lié aux 30 ans de l'abolition et que c'est un événement majeur dans l'histoire de la société en France, et un événement de civilisation. Et je me suis dit, voilà, à partir de là, comment raconter une histoire autour de cet événement-là. Et je ne suis pas historien, donc moi mon métier c'est de faire des documentaires. Et j'avais cette photo en main. Voilà, à partir de cette photo, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut raconter autour de cet événement-là, autrement qu'un événement historique qui faudrait être exhaustif ou avoir un point de vue très documenté, très scientifique. Alors je me suis documenté bien sûr, mais pour mieux après m'attacher à une histoire, parce que je pense que c'est pas un roman, les éléments que je donne dans le film sont des éléments authentiques, des éléments vérifiés quand même, j'ai demandé l'appui d'autres personnes qui ont travaillé sur cette période-là, notamment Francis Pompogne. Et après, je me suis dit, voilà, en cours de montage, on s'est dit, ben voilà, je vais raconter ça à ma manière, avec mon point de vue, de manière justement à être le plus proche possible d'un récit, d'un récit historique, mais d'un récit d'une histoire. Voilà, moi, je parle d'un homme tel qu'il est né, tel qu'il a vécu, tel qu'il est mort. Voilà. C'est une prouesse quand même de réaliser un documentaire entier en partant simplement d'une photo, en faisant ce choix-là. Alors, prouesse, je ne vais pas reprendre ça à mon compte, ça serait vaniteux. Moi, je le dis, mais en effet, moi je suis assez intéressé par la façon dont une image, parce qu'on travaille sur l'image, parce que par définition, parce qu'on fait du documentaire, et quand on a cette photo en main, voilà, je dis pas que c'est ça va faire un peu jus de cervelle, on se pose beaucoup de questions en regardant une photo, mais en même temps, il y a des interrogations qui viennent quand on prend le temps de se concentrer sur un regard, sur un homme qui est mis en scène, parce là on voit pas sur la photo, mais on le fait poser avec une camisole de force, ce qui est quand même très brutal comme mise en scène. Après, on essaie de savoir pourquoi il y a une camisole de force, à quel moment a été faite cette photo. Et donc, l'idée de ce film, c'est de dire, voilà, à un moment donné, il y a un photographe qui appuie sur la poire de l'appareil photo à l'époque, dans la prison d'Ajaccio, et il fige un instant. Et il y a des choses qui se passent avant, des choses qui se passent après. Que c'est cet homme? Qui est cet homme? Quel sait de son propre avenir et de son destin funeste, voilà. Donc, à voir, on a bien compris. Mercredi 18 avril, à minuit, vous aviez encore plein de questions à poser. Non, pas du tout. Le 20 avril... Moi, je prends les réponses. Mercredi, on prend le rallonge 18 avril, sur François Corse via Stella. On le voit bien sûr vendredi à l'Espace Diamant à Ajaccio, à 20h30. Oui, entrée libre et gratuite. Voilà, tout le monde est invité, bien sûr. Une petite info, Luc, demain, l'information jeunesse Job été à Corté, à la Citadelle, de 10h à 16h. Vous allez pouvoir avoir rencontré des professionnels, que vous soyez étudiant ou à la recherche d'un emploi. Et c'est demain, donc c'est important. Et c'est gratuit aussi. C'est gratuit. Il me reste à remercier les invités du jour. Merci beaucoup, Bastien, Fédé. Merci, bonjour. On se donne peut-être rendez-vous dans quelques semaines pour les résultats de votre étude. Pour l'entendre, rendez-vous dans un mois. Et puis vous, rendez-vous demain, même endroit, même heure, avec Diane, bien sûr. Allez, au revoir.